Bonjour à tous, je suis ravi. On est aujourd'hui avec Yacine Amoutara que j'ai rencontré sur LinkedIn il y a un mois globalement, suite à un clickbait qu'il avait fait autour d'un Google Sheet sur les OKR. Google Sheet qui est très bien fait d'ailleurs. Si jamais d'autres personnes le veulent, c'est l'occasion de le demander. Et ça continuera le clickbait de Yacine. Et voilà, et j'ai découvert Yacine. On a déjeuné ensemble parmi les premiers déjeuners post-déconfinement. Et on a discuté de data marketing, qui est son sujet de fond. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'on puisse continuer cet échange dans le cadre de nos webinaires hebdomadaires. Je ne sais pas si on est très nombreux cette semaine. J'ai un peu le sentiment que on arrive quand même aux vacances. Je ne sais pas ce que ça va donner la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'est vraiment pas très nombreux. Mais par rapport à ça, ça ne nous empêchera pas d'avoir une bonne discussion et de la garder pour le replay, quoi qu'il arrive. Parce que je suis sûr qu'on a plein de choses intéressantes à se dire et à creuser sur le data marketing. Moi, pour resituer le data marketing dans l'acquisition strategy design, alors je ne sais pas si Jérémy a eu le temps d'uploader les slides, mais on va en discuter de vive voix. On est en train, dans la deuxième partie du livre sur l'acquisition strategy design, de travailler sur une cartographie des différentes leviers d'acquisition. Bien sûr, les grosses patates que sont la communication, le marketing et la vente, mais à l'intérieur de ces patates, on a des sous-patates, c'est la théorie des ensembles que vous retrouvez en mathématiques avec des diagrammes de Venn, des sous-patates avec le marketing digital, avec le marketing opérationnel, avec le marketing expérientiel, avec le marketing produit, avec la communication de marque, avec etc., etc. On rentre vraiment dans le détail de tous les métiers qui font l'acquisition et de toutes les techniques et les pratiques qui font l'acquisition. Et parmi celles-ci, on a le data marketing, pratique quand même globalement plus récente que les autres, qui appartient d'une certaine façon au marketing digital qui produit de la data, mais pas que, parce qu'on est aussi à l'interface d'autres activités qui produisent de la data, y compris le retail et la présence en magasin, etc. Et c'est ce sujet-là que je veux creuser aujourd'hui avec Yacine. Yacine, je te laisse te présenter Cartelis. Avec grand plaisir, merci Gabriel. Bonjour à tous, je suis ravi d'avoir l'occasion d'échanger avec Gabriel ce matin, un bon vendredi matin, comme on aime. Et donc pour ma petite histoire, moi j'ai un profil plutôt entrepreneur. J'ai commencé par monter une société d'édition de logiciels dans le monde associatif quand j'étais étudiant. Et suite à ça, je suis rentré dans le monde merveilleux de la data à travers l'email. J'ai monté une place de marché qui s'appelait emailing.com, qui principalement permettait d'être mis en relation avec les meilleurs fournisseurs de données et les meilleurs éditeurs de solutions data. Troisième expérience, j'ai monté Cartelis il y a 5 ans. Cartelis, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur l'exploitation des données en marketing. C'est 3 champs d'intervention: l'analytics, comment mesurer ses performances; le CRM, comment exploiter ces données pour améliorer la relation client qu'on a avec ses prospects ou ses clients. Et le troisième sujet, c'est l'ingénierie data. Comment mettre en place une base de données, un système de reporting et tous les outils qui me permettent d'exploiter les données dans toutes mes actions en marketing. Voilà, ça fait 5 ans qu'on fait ça. On a une petite dizaine de consultants aujourd'hui. On travaille à la fois pour des grands comptes, mais aussi des PME. Et on adore notre métier. On est très content au quotidien. Ça, c'est important. Ça, c'est Et tu as aussi une autre activité, la fabrique du net. Tout à fait. On a une activité à côté. On a développé un site qui est un centre de ressources pour les porteurs de projets web. Et donc le parti pris, c'était un peu de prendre un peu le revers des acteurs qui sont très centrés sur de l'actualité chaude. On va parler de levée de fonds, on va parler de la dernière startup. Nous, notre credo, c'est plutôt de nous intéresser aux sujets traditionnels, mais d'essayer de le faire bien. Donc, on va prendre des sujets classiques. Quand on cherche à créer une activité digitale, on a besoin de créer des maquettes, on a besoin de faire un cahier des charges, on a besoin de piloter un développeur. On va s'intéresser à ces sujets très classiques et on va essayer de vous proposer des ressources
C'est à la fois des modèles de documents, des guides complets. Et donc, c'est plutôt le parti pris qu'on a pris. Ça marche plutôt bien. La Fabrionnette, c'est un site qui a 4-5 ans maintenant, qui fait 300 000 visites par mois dont on espère aujourd'hui que ça rend pas mal de visiteurs. Ça les aide à développer et à créer leur activité plus facilement. Et donc, on est assez content de ce qu'on a pu réussir à faire là, ces dernières années là-dessus. Super. On va rentrer dans les sujets du data marketing, si tu veux bien. Tu t'as présenté ton activité Cartelis autour de l'analytique, du CRM et des plus gros projets de type BI, base de données. On va surtout creuser les sujets analytics et CRM. Et puis, peut-être que tu nous donnes un petit aperçu de ce que sont les projets BI et comment ils se pratiquent, même si par rapport à l'audience et tout, on n'a pas nécessairement rentré dans le détail de ce troisième sujet. Tu veux nous faire une petite intro sur l'analytics, comment bien paramétrer son analytics pour planifier ou suivre une stratégie d'acquisition? Avec grand plaisir. Pour ça, on va peut-être essayer de se raconter une histoire. En partant de quelqu'un qui commence à créer son site internet tout seul, en partant de zéro et qui a la chance de connaître une très belle croissance. Quelles sont les différentes étapes de l'évolution de son système analytics? Quand tout commence au tout début, si je suis Madame Michu qui cherche à créer son site, je vais aller sur shopify.com, je vais créer un site e-commerce. Et l'analytics à ce stade, c'est très simple. Shopify va avoir un module, une extension pour me permettre d'installer Google Analytics facilement. Donc, j'aurai juste à copier un petit bout de code. Ce sera fait, ça s'arrêtera. C'est tout. Et suite à ça, je peux me connecter sur Google Analytics et j'ai accès à un certain nombre de rapports. Et donc ça, c'est le premier niveau. La plupart des sites Internet s'arrêtent à cette étape-là. C'est déjà suffisant parce que j'ai déjà mes stats, je sais qui sont mes visiteurs. Je sais si Shopify a bien fait son travail, je sais ce qu'ils ont acheté. Je connais du coup le taux de conversion par source de trafic. Je connais le taux d'engagement, quel est ce qu'on appelle le taux de rebond, à savoir quel est le pourcentage de personnes qui est resté sur la page une fois qu'il y est arrivé et quels sont ceux qui ont rebondi, à savoir qui ont quitté la première page dès le départ. Donc, j'ai déjà accès à ces informations-là, certes assez simples, mais c'est déjà un premier niveau qui est amplement suffisant pour la plupart des boîtes. Le deuxième niveau, qu'est-ce que c'est? Le deuxième niveau, déjà, c'est d'essayer de faire en sorte de comprendre ce qui se passe quand les personnes ne visitent pas uniquement de nouvelles pages. La question qu'on a très souvent, c'est que sur un site internet, si j'ai une pop-up qui s'ouvre, je n'ai pas une nouvelle URL qui se charge. Ce n'est pas une nouvelle page, cette pop-up. C'est juste un message contextuel dans la même page. Si je veux savoir que cette pop-up s'est ouverte, je ne peux pas utiliser les pages visitées, je vais utiliser ce que Google appelle des événements. Et donc, je vais déclencher un événement à chaque fois que la pop-up s'ouvre, à chaque fois qu'une vidéo démarre, à chaque fois que je suis renvoyé sur une étape de paiement, à chaque fois que j'ai un menu contextuel qui s'ouvre. Toutes ces actions qui ne génèrent pas de nouvelles URL, je vais les traquer via des événements. Et donc ça, c'est un peu le deuxième niveau généralement de paramétrage. Et donc, je vais installer plein de petits bouts de code pour faire remonter ces événements dans Google Analytics. Et je vais disposer à travers ça d'une lecture beaucoup plus complète du comportement de l'internaute sur mon site internet. Donc ça, c'est un peu Et ça, les événements, c'est dans Google Analytics ou dans Google Tag Manager? C'est une très bonne question, Gabriel. Les événements, je les lis dans Google Analytics. Maintenant, pour les paramétrer, j'ai deux possibilités. Je peux soit mettre directement un tag événement qui m'est proposé par Google Analytics. C'est la solution historique, c'est la solution la plus simple. Mais depuis quelques années, Google nous propose un autre outil, Tag Manager, qui me permet de gérer mes tags via une interface un peu simplifiée. Et donc, je peux tout à fait utiliser cette interface pour déclencher des événements. On peut prendre peut-être un petit exemple. Est-ce que je peux me permettre de partager mon écran, Gabriel, pour montrer à quoi ça peut ressembler? Tu as le truc en haut à côté du micro et de la vidéo. Tu as un petit écran avec le Turn Screen Share On. Voilà. Donc, vous devriez voir mon écran.
Et donc, je vais bien essayer de vous montrer. l'écran. Je vais prendre un exemple relativement classique qu'on aime beaucoup. C'est le tracking des liens sortants sur un site internet. Alors, où est-ce qu'il y en a? Donc, en fait, le principe dans Google Tag Manager, j'ai des conteneurs. Un conteneur, c'est un sac qui contient un certain nombre de tags. Les tags, qu'est-ce que c'est? C'est des petits bouts de code de JavaScript qui vont être déclenchés sur mon site internet à certains moments. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être Intercom, qui est un outil de chat qui est très utilisé. Pour le déclencher sur mon site, pour avoir cette petite box avec le chat qui apparaît, je vais mettre mon petit bout de code, ce tag, et je vais indiquer dans Google Tag Manager, je veux que ce tag se déclenche sur toutes les pages. Et donc, il y a des tags qu'on veut déclencher partout, mais il y en a d'autres qu'on veut déclencher qu'à certains moments. Par exemple, là, je vais prendre un exemple que je trouve assez intéressant. Je veux traquer les liens sortants de mon site internet. Prenons l'exemple de Gabriel, qui a un site à fort audience, 1 minute 30. Il aimerait savoir qui sont les gens, qui sont les blogueurs, les sites internet à qui il envoie du trafic. Ce serait quasi impossible de mettre un petit bout de code sur chaque lien sortant. Il y a une dizaine de liens sortants sur chacun des milliers d'articles du minute 30. On ne peut pas se permettre de mettre un tag sur chacun des liens sortants. Il nous faut une réponse qui soit plus générale. Donc, pour faire ça, on va déclencher un événement Google Analytics depuis Tag Manager. Comment ça se paramètre? Un événement contient 3 valeurs, une catégorie, et on a saisi en dur un texte qui est outbound links, qui fait lien sortant en anglais dans catégorie. On a mis une variable qui contient l'URL de la page, et on a mis une variable qui contient l'URL sur laquelle on clique. On va dire, bon, ok, je comprends, il y a 3 variables qui définissent cet événement, mais comment est-ce qu'il est envoyé? À quel moment est-ce qu'on envoie ça à Google Analytics? C'est là où Google Tag Manager rentre en jeu. Je vais définir comme règle de déclencheur. Cet événement va se déclencher dès lors que la variable click URL ne contient pas le nom du site. Parce que click URL, c'est la variable qui contient l'URL sur laquelle je clique. Si cette URL contient Cartelis, c'est que je suis encore sur un lien interne. C'est un lien qui renvoie vers une autre page de Cartelis. Donc là, en l'occurrence, le lien ne contient pas Cartelis, donc c'est un lien sortant. Donc si c'est un lien sortant, l'événement se déclenche et il envoie ces 3 paramètres-là dans Google. Et donc si je vais derrière dans Google Analytics et je vais dans Behavior Events, je vais avoir Top Events plutôt, je vais retrouver tous les événements que j'ai créés, y compris ceux-là. Et donc là, c'est un exemple qu'on aime bien parce que c'est quelque chose qui serait très difficile à paramétrer dans le mode traditionnel et Google Tag Manager me fait gagner un temps énorme. Et donc là, je vois dans événements, outbound links, j'ai tous les liens sortants. J'ai l'URL de la page chez moi sur laquelle il y a un lien sortant. Et dans Event Label, j'ai les sites internet vers lesquels j'ai renvoyé du trafic. Et donc, ça me permet, par exemple, de voir que j'ai envoyé de l'argent, j'ai envoyé du trafic sur le site, sur Data Studio, etc., etc. Et je peux traquer ça correctement. Voilà. Donc ça, c'était déjà un premier exemple de l'utilisation de Google Tag Manager pour traquer des événements. Et c'est un peu le deuxième niveau, généralement, de maturité quand on met en place un dispositif analytique sur un site internet. Peut-être aussi, je vois que une troisième étape, aussi un élément à avoir en tête par rapport à ça, c'est qu'une fois qu'on a défini les événements, il faut les formaliser quelque part. Si on a 5 événements à déclencher depuis son site, c'est très simple. La plupart du temps, on en a plutôt quelques dizaines. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on formalise ce qu'on appelle un plan de tracking ou un plan de tagage, où on va lister dans un document tous les événements qu'on veut déclencher. Donc, je veux le consentement sur la bannière de cookie banner. Je veux un clic dans le menu. Je veux traquer un bouton spécifique. Et donc, je vais noter tout ça dans un document et ça me permet d'avoir une grille claire et de savoir qu'est-ce qui doit être paramétré ensuite dans Google Tag Manager.
Voilà, donc dès lors que vous envisagez de commencer à traquer des événements avec ou sans Google Tag Manager, prenez le temps de les noter, ne serait-ce que basiquement dans un document. On a un modèle de document qui est téléchargeable depuis le site de Cartelis, un modèle de plan de tagage. Mais ça, c'est une étape assez importante. Alors, excuse-moi, c'est le deuxième vendredi dans lequel j'ai un livreur qui arrive pile au moment du webinaire. Il a fallu que je lui donne un colis et tout, mais je suis là. Aucun souci. Donc, on a vu avec notre audience que c'était pas si compliqué d'utiliser Google Tag Manager pour configurer des événements. C'était beaucoup mieux que de passer directement par Google Analytics, parce que du coup, je n'ai pas à mettre du code directement sur mon site internet. Je le mets via une interface simplifiée qui me permet de monitorer ce qui se passe et qui me permet de modifier les choses de manière très simplifiée. D'accord. Et donc là, on a vu un événement qui permet de traquer les liens sortants. C'est pas très compliqué. Vente, lui, il était dans Google Analytics, pas dans Tag Manager. Donc, il apparaît dans Google Analytics. Mais il avait été paramétré dans Tag Manager? Il est paramétré dans Tag Manager. D'accord. Et donc, l'avantage, c'est que j'ai juste un seul tag avec une variable pour l'URL sur laquelle je suis maintenant, une variable avec l'URL sur laquelle je clique. Moi, j'avais compris que le paramétrage, j'avais suivi ça et j'avais compris que c'était dans Google Analytics, mais en fait, non, ça, c'est dans Tag Manager que tu es là. Tout à fait. Là, on est dans Tag Manager pour créer l'événement et ensuite pour les voir, c'est plutôt dans Google Analytics que je les vois. À noter évidemment que je peux aussi créer des dashboards dans l'outil de Google qui s'appelle Data Studio, qui me permet de créer très facilement des dashboards de performance qui vont croiser pas mal d'informations possibles. Super. Et les différents, dans un plan de tagage, c'est quoi les différents événements que tu trouves important de taguer? Comment choisir ces événements à taguer? Comment, quand tu arrives sur un nouveau projet, que ce soit du e-commerce ou du B2B, c'est quoi la démarche que vous allez mettre en place par rapport à ce tagage? C'est une très bonne question, merci Gabriel. Le premier élément, généralement le point de départ, c'est les objectifs de conversion. Quand on est sur un site internet, qu'on veut analyser sa performance, le moyen déjà le plus naturel, c'est de vouloir regarder selon la source de trafic, est-ce que mes visiteurs arrivent à me générer ce qui m'intéresse? Ce qui m'intéresse, ça peut être par exemple sur le site Cartelis, qui est le site d'un cabinet de conseil. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens remplissent un formulaire. Donc, je vais regarder selon la source de trafic, quel est le taux de conversion sur cet objectif qui est formulaire. Je peux tout à fait avoir plein d'autres objectifs. Sur un site e-commerce, l'objectif va être générer une vente. Mais l'objectif secondaire peut aussi être inscription à une newsletter, téléchargement d'un code promo. On peut imaginer beaucoup d'objectifs secondaires. Donc, le point de départ, c'est déjà de se mettre d'accord avec notre client. Qu'est-ce qui compte pour toi? Est-ce que c'est davantage générer des ventes, générer des rendez-vous, générer des inscriptions, générer des prises de contact? C'est quoi les objectifs business qui sont derrière ton site internet? Les objectifs-là, dans Google Analytics, c'est très facile. Je peux les paramétrer dans l'interface de Google. Je vais dans Admin, Goals, et je peux créer des objectifs. Un objectif, soit il est créé grâce, en simplifiant, c'est essentiellement via une page visitée. Donc, je veux dire, cet objectif-là, je le définis à travers une destination, une page. Et je veux dire, si la personne arrive à visiter cette page, l'objectif est atteint. Et l'avantage de le définir à travers une page, c'est que quand on le définit à travers une page, il peut y avoir des étapes intermédiaires. Donc, c'est très intéressant. Typiquement, dans un funnel de prise de rendez-vous, où il y a généralement 2 ou 3 étapes, je vais plutôt le définir de cette manière. Mais je peux aussi le définir à l'aide d'un événement. Si mon objectif, c'est que la personne regarde une vidéo pendant plus d'1 minute 30, regarder la vidéo 1 minute 30, ce n'est pas une URL spécifique. Je vais plutôt
mesurer cette action à l'aide d'un événement et je vais associer un objectif à cet événement. Et donc ça, c'est le premier élément, définir les objectifs de conversion pour être en mesure d'évaluer la performance des canaux par segment sur la base de ces objectifs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est si on est dans le cas d'un site e-commerce, on a envie, je crois qu'on l'a, je me demande si on l'a pas ici sur ce site, on a un paramétrage e-commerce spécifique qui est proposé par Google, qui a pas mal d'intérêt. L'avantage de ça, c'est que du coup, on a pas mal de rapports un peu par défaut e-commerce qui sont proposés. Et je vais avoir la consommation par produit, le chiffre d'affaires, quel est le taux de conversion par produit sur les différentes étapes du funnel. J'ai pas mal de stats assez intéressantes qui me sont proposées. Mais pour faire ça, j'ai un tracking spécifique e-commerce à mettre en place. Je dois traquer l'ajout au panier, je dois traquer l'achat avec des tags spécifiques. Ça, c'est le minimum. Et voire même, je peux traquer également le comportement sur les fiches produits et indiquer à Google, ça, c'est une fiche produit qui a été cliquée. Et ça me permet d'avoir vraiment les différentes étapes dans l'ensemble du tunnel. On a le tracking e-commerce simple et le tracking e-commerce avancé. Et donc, ça, c'est le deuxième niveau. Que tu dois rajouter, toi. Et alors, ça, c'est un nouveau paramétrage. Autrement dit, par paramétrage, on entend des tags spécifiques à mettre en place sur votre site Internet via Google Tag Manager ou directement sur votre site Internet. Mais on a des tags à déployer. Et ensuite, il y a un peu de paramétrage dans Google Analytics, mais c'est relativement simple. D'accord. Et après, les rapports sont déjà préfaits, en fait. Exactement. Et du coup, on a des rapports. Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu Yacine. J'espère qu'il va revenir. Il avait des problèmes de connexion. Je vais avoir du mal à faire sans Yacine. J'espère qu'il va nous rejoindre. En attendant, moi, je vous partage en avant-première les slides, enfin les éléments de texte qu'on a construits pour la deuxième partie du livre Acquisition Strategy Design. Le voilà qui nous rejoint. C'est une bonne nouvelle. Je partagerai ça un peu plus tard alors pour pouvoir le commenter avec Yacine. Tu es avec nous, Yacine? Oui, tout à fait. Je suis revenu. Désolé, petit souci de connexion. D'accord, pas de problème. Tu as remis la vidéo, là, pour l'instant, on ne te voit pas, on voit que ta photo. C'est bon. Ça a l'air de revenir. Super. Ça revient. Qu'est-ce qu'on disait quand ça a coupé? On était sur le tagage e-commerce. Alors, est-ce que tout ça, c'est des choses qui sont simples à faire pour quelqu'un qui serait tout seul en indépendant, ou vaut mieux faire appel à une agence ou à un professionnel là-dessus? Qu'est-ce que tu recommandes? Il y a des tutos pratiques et faciles sur le web, il y en a sur Cartelis, ou on est sur des choses qui sont un peu complexes quand même? Non, tout ce qu'on vient d'aborder, à savoir vraiment mesurer des objectifs de conversion classiques, tracking e-commerce ou mesurer quelques événements, ça reste relativement simple. Alors, il y a quand même une petite couche un peu de complexité au tout début. Il faut au moins bien comprendre les termes, se projeter un petit peu. Donc, ça peut prendre quand même quelques heures pour entrer dedans. Mais suite à ça, la plupart quand même des petites boîtes se débrouillent et il y a deux raisons qui les aident. La première, c'est qu'il y a énormément de tutos sur Internet et évidemment, merci de le souligner, on a des ressources sur le site de Gabriel qui peuvent aider. Et le deuxième élément qui aide beaucoup, c'est que en 2020, on ne crée plus son site complètement sur mesure. On va utiliser Wix, Shopify, WordPress pour créer son site Internet. Et toutes ces plateformes-là simplifient beaucoup les choses en fait. On a toujours des petits outils qui permettent d'installer des tags facilement, qui permettent de le faire sans rentrer dans le code. Et donc, tapez Wix ou Google Analytics, tapez le nom de votre CMS, Google Tag Manager, et vous verrez, vous allez tomber sur pléthore de plugins qui vous aident à faire ce travail correctement. Quand est-ce qu'on a besoin généralement de faire appel à un prestataire? C'est généralement quand on a plusieurs dizaines de tags à installer, qu'on commence à avoir des cas un peu plus tordus de tracking cross-domaine, quand on a typiquement du trafic qui sort du domaine principal et qui revient derrière. Ça, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Quand on a un site multilangue, c'est plus compliqué. Quand on a… Pourquoi c'est plus compliqué avec un multilingue?
Le multilingue, parce qu'on a souvent des problématiques de Alors déjà, il y a l'arborescence même des vues, des rapports dans Google Analytics. Est-ce que je veux avoir un rapport où j'ai le trafic de toutes les langues, ou est-ce que je veux que ce soit absolument pays par pays très séparé? Et ça a une certaine importance parce que je ne vais pas organiser mon compte Google de la même manière. Euh, et ensuite, suite à ça, si j'ai besoin de pouvoir suivre le trafic qui passe d'une langue, à nouveau, je peux rentrer dans des questions de paramétrage cross-domaine pour ce genre de Hmm. choses. Et donc, c'est généralement plutôt, c'est dès lors qu'on est sur ce genre de questions qu'on fait appel à nous. Plutôt du tracking e-commerce avancé aussi, ça, c'est pas toujours très simple. Quand je veux traquer les impressions sur les pages, etc. Euh, donc, la plupart des petites boîtes arrivent à se débrouiller toutes seules. Nos D'accord. clients, généralement, c'est quand même plutôt des boîtes qui font au moins 1 ou 2 millions sur Internet, grand minimum. D'accord. Et vraiment sur Internet, donc avec leur chiffre d'affaires venant d'Internet, quoi. Tout à fait. D'accord. Tu as des exemples de cas clients ou de choses que tu as fait pour des clients qui peuvent être parlants, que tu peux nous partager? La mission classique sur cette partie analytics, la mission la plus classique, c'est déjà aidez-moi à définir un plan de tagage. Je vais en prendre un qui est un peu plus compliqué pour voir à quoi ça ressemble. Je vais créer le plan de marquage. Partager mon écran. Donc ça, c'est le plan de tracking d'un site e-commerce qui est déjà relativement costaud. Et donc là, on a 81 tags différents qui ont été installés. Parce qu'il y a un moteur de devis en ligne, donc on veut traquer les différentes étapes du process de devis. On a quand même pas mal d'événements différents qui sont mesurés. E-type. Voilà, on a des événements e-commerce, des événements, des pages vues. On va tous les afficher. Il y en a beaucoup qui sont liés à la partie devis, mais je veux aussi avoir des événements qui sont liés aux avis clients, à la prise de contact, à la collection, etc., etc. Donc la définition même, en fait, savoir qu'on veut mesurer quels sont les événements qu'on doit définir, c'est pas une question si évidente. Hmm. Ça suppose d'anticiper, vraiment de bien comprendre quel est le parcours client, quels sont tous les points de contact et d'anticiper quelles sont les variables sur lesquelles qu'on va vouloir analyser par la suite. C'est pas toujours si évident. Et donc ça, c'est typiquement, déjà, ne serait-ce que pour cette étape-là, beaucoup de boîtes font appel à des prestataires spécialisés. Et ensuite, là, on a déjà dans un certain niveau de complexité, on a des tags qui sont déjà un peu plus complexes, des tags de checkout qui sont déjà un peu plus lourds. Et donc, ça peut faire peur. Il y a quand même des risques derrière quand on a un site qui est un peu plus gros. Si les performances ne sont pas mesurées pendant quelques jours, ça peut être assez problématique. Et donc, c'est à la fois pour définir les événements et pour un paramétrage plus avancé qu'une boîte de ce type-là fait appel à nous. Et là, je vois le code, c'est un code que vous rédigez à la main ou c'est Tag Manager qui le rédige et là, vous l'avez copié Alors, dans le fichier, en fait. si tu regardes, il y a un petit générateur ici. Et donc, en fait, on met les variables des événements. Nous, là, on va mettre le nom brut des variables, de la catégorie, de l'event, du label, etc. Et on a un petit générateur ici qui nous génère le code de chacun des tags. Waouh! Et ça, vous faites ça dans Google Sheet? Et on fait ça dans Google Sheet. On peut faire beaucoup de choses dans Google Sheet. Mal. Et on fait ça dans Google Sheet, effectivement. Ce qu'il faut voir au niveau du code, si jamais pour ceux qui sont voilà, qui n'ont pas trop peur, qu'est-ce que c'est que ce code? Data Layer Push, ça signifie quoi? Data Layer, c'est un sac de données, c'est un sac avec des variables qui est au niveau de chacune de mes pages, des pages de mon site web. Et push, c'est une fonction qui signifie mets quelque chose dans ce sac. Et donc là, j'ai créé un petit bout de code pour dire mets-moi les variables event, event category, event action, etc. dans le sac qui s'appelle Data Layer. Donc je mets juste mes variables dans ce sac-là et dans Google Tag Manager, je pioche en fait dans ce sac
et je lui dis, prends-moi event catégorie du sac et envoie-le à Google Analytics. Le principe général est vraiment celui-là. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord. Donc là, tu vas lister tes événements, tu vas rentrer les paramètres, ça va te générer le code et après, tu vas le mettre dans Google Tag Manager. Exactement. D'accord. Exactement. Et en fait, on a une sorte de super tag. On a plein de petits tags qui ne font, la plupart des tags ne font que remplir ce sac de données qui est le data layer. Donc, je remplis mon sac, je mets des variables dedans. Dès qu'un visiteur fait une action qui m'intéresse, je mets une variable dans le sac. Et à côté de ça, j'ai un super tag de Google Tag Manager qui est lui structuré différemment, qui dit toutes les variables du sac, tu les envoies à Google, à cette adresse. Mais le principe général, c'est vraiment ça. J'ai un sac et à côté, j'ai une fonction qui prend ce sac et l'envoie à Google. Et moi, ensuite, je remplis mon sac. Et une fois que tu l'as rempli, tu fais quoi? Dans Google Tag Manager, je peux lui dire, prends-moi la variable page URL du sac et tu me l'envoies à l'ami Google, ou tu me l'envoies à l'ami Intercom, ou tu me l'envoies à Sendinblue, etc., etc. D'accord. Mais le principe général n'est pas plus compliqué que ça. Alors ensuite, donc, la mission un peu classique d'accompagnement, c'est souvent définir un plan tracking et mettre en place un paramétrage propre, à la fois qui passe par Google Tag Manager Analytics. Dans certains cas, on nous demande également de monter les rapports de performance dans un outil comme Data Studio ou dans un outil de BI. Là, vous voyez, c'est Metabase, c'est un outil de reporting un peu plus avancé. Et donc, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne, traquer, mesurer à l'aide d'un plan de tracking, paramétrer et analyser à l'aide d'un reporting. Donc ça, c'est un peu la mission classique. Après, pour d'autres sociétés, on réalise également des audits de l'existant. Et donc, on va mesurer, en fait, ça rentre dans ce qu'on appelle la web analyse. Et donc, on va réaliser ponctuellement une étude assez poussée de leur site Internet pour identifier notamment quels sont les points de friction dans leur parcours. La plupart des gens qui viennent nous voir là-dessus, c'est plutôt des gens qui font du e-commerce, ou de la prise de rendez-vous, de la génération de leads, mais qui ont en tout cas une vue, qui ont des transactions, des conversions sur leur site web et qui viennent nous voir tout simplement pour qu'on améliore ce taux de conversion. Et donc, on va réaliser des analyses dans tous les sens pour identifier quelles sont les frictions possibles et qu'est-ce qu'on peut améliorer dans le parcours. Très bien. Moi, je trouve ça hyper riche et je me rends compte que de tout ce qu'on ne fait pas sur 1 minute 30 et qu'on pourrait améliorer, même si on a quelques paramétrages d'objectifs assez succincts et qu'on suit notre activité un peu en agrégeant manuellement de la data, je sens une vraie, des vrais progrès qui peuvent être mis en place. Sur le CRM, tu as des éléments à nous présenter, voir comment tu lis tout ça à l'analytique du site et quels sont les prestats que tu fais là-dessus aussi ou comment tu accompagnes tes clients là-dessus? Avec grand plaisir. Je vais vous balayer les 3-4 prestations classiques. Ensuite, on pourra rentrer dans le sujet qui peut intéresser tout le monde. Je vais essayer de le faire de manière visuelle pour que ce soit un peu plus parlant et moins technique que la partie analytics. Le premier sujet en CRM sur lequel on travaille beaucoup, c'est la cartographie des parcours clients. D'ailleurs, on pourra faire le lien avec l'acquisition strategy design qui part également du parcours d'achat de l'internaute. Mais du coup, dans la même logique, on va modéliser le parcours. Donc, en colonne, on a les différentes étapes du parcours. Je me renseigne, je crée un compte, je consulte une page produit, j'achète, je fais une réclamation, etc. Donc là, tu es sur le parcours client sur le site internet. Donc, on est déjà à la fin du parcours d'achat, ou enfin à la fin ou à une étape où il a déjà rencontré la marque. On n'est pas en amont. Généralement, effectivement, on commence plutôt au moment où il découvre la marque. Mais on peut aussi avoir une logique où on modélise le parcours de A à Z en commençant par vraiment l'envie d'un produit jusqu'à finir par l'inactivité. D'accord. Vraiment, les deux sont envisageables. Donc, avec des parcours qui ne sont pas sur le site du client. Tout à fait.
Non, on peut tout à fait embarquer des parties qui ne sont pas encore sur le site. D'accord. Donc, la logique générale, c'est en colonne, on a les phases de vie, les différentes Mhm. étapes du cycle de vie. Mhm. En ligne, on a les canaux. Mhm. Et de la même manière qu'on met des petits post-it dans un board, c'est plutôt comme ça qu'on le fait quand on le fait avec des clients, on va mettre des petits post-it dans Spreadsheet pour indiquer chacun des points de contact. Mhm. Ensuite, on peut tout à fait s'amuser à mettre des couleurs pour illustrer que ça, c'est un point de contact qui fonctionne bien ou ça, c'est un point de contact qui ne fonctionne pas. C'est un point de contact sur lequel j'ai une opportunité à travailler, etc. Mhm. Et donc ça, c'est souvent le point de départ de tout dispositif CRM, qui soit plutôt B2B ou plutôt B2C. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a le sujet sur lequel on travaille beaucoup, c'est ce qu'on appelle un programme marketing relationnel. Qu'est-ce que c'est qu'un programme marketing relationnel? C'est un grand document où je vais noter toutes les actions que je vais réaliser en marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est globalement tous les scénarios, les campagnes que vous faites, toutes les démarches qui permettent d'avoir une relation client à distance efficace. Et le point de départ, généralement, avant de rentrer dans les scénarios et les campagnes, c'est de définir ce qu'on appelle des programmes. Un programme, c'est un ensemble de communication qui a un objectif business. La prospection, l'activation, l'upsell, la réactivation. Ce sont des programmes. Et donc, le programme prospection, il peut s'appuyer sur un certain nombre d'outils, de scénarios, etc. Mais je définis différents programmes. Je peux vous montrer typiquement pour un client, par exemple, à quoi ça peut ressembler. Il n'y a pas de chiffre là-dessus, donc je me permets. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les Grands Moulins de Paris, qui est une société en B2B qui vend de la farine et des produits et des produits industriels pour des boulangers. Et donc, leur programme, qu'est-ce que c'est? C'est l'activation, conversion, fidéliser, mixité produits, c'est augmenter le nombre de familles différentes dans lesquelles mes clients achètent, augmenter la part des services, augmenter vendre les produits qui sont nouveaux. Et pour chaque programme, j'ai défini un KPI que je peux mesurer. Et à la fin du mois, je vais le mesurer et m'assurer que ce que je fais permet d'améliorer ça. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une fois que j'ai défini des programmes, on va définir des scénarios pour chacun de ces programmes. Donc, comment est-ce qu'on fait ça généralement? On aime bien prendre le framework du parcours client, justement. Et donc, en colonne, on place les programmes qui correspondent généralement à des phases de vie. Donc là, voilà, le bienvenue, activation, tout le cycle relationnel, la satisfaction, etc. Et à chaque grande étape, je vais réfléchir quel est le scénario ou les scénarios que je peux imaginer. J'ai un scénario de welcome, j'ai un scénario peut-être pour activer. En relationnel, je vais avoir un scénario d'anniversaire. Et je commence par définir d'abord de manière assez macro mon scénario en me disant, bon, bah, j'imagine une séquence de 2-3 emails pour dire je sais pas quoi. Et je me focalise plutôt sur le message que je fais passer à ce stade. Et ensuite, dans une deuxième page, je vais détailler plus en détail chacun des scénarios. Si je le regarde, ce qu'on avait pu faire pour le client dont je parlais, pour Grand Moulin. Donc, on a listé tous nos scénarios ici, et ensuite, on a dû les représenter de manière plus visuelle. On les a modélisés ici de manière un peu plus visuelle pour pouvoir ensuite en discuter avec toutes les équipes et que tout le monde se sente à l'aise. Donc ça, c'est la deuxième étape, définir les scénarios. Et en parallèle, on définit également un planning de campagne marketing. Et donc, c'est la même logique. On va mettre en colonne les mois de l'année, en ligne les différents segments ou les différents personnages que je veux travailler. Et j'anticipe et j'imagine toutes les campagnes que je peux avoir. Et en parallèle de ça, on définit également un certain nombre de conventions, des règles de vocabulaire, de pression marketing, de segmentation. Et c'est l'ensemble de tout ça qui constitue ce qu'on appelle un plan marketing relationnel. D'accord. Donc ça c'est le deuxième volet sur lequel on travaille beaucoup. Et vous voyez que ce document, template, bah, c'est un template qui est vide, enfin ou quasiment, on a mis quelques valeurs, mais c'est pas un document client que je suis en train de vous montrer. Et il est téléchargeable gratuitement depuis le site de Cartelis pour ceux que ça peut intéresser.
On a une section ressources sur le site où on met à disposition pas mal de frameworks et de documents cadres de ce type-là pour aider nos lecteurs qui n'ont pas les moyens de se payer des consultants. Super. Et après, tu viens paramétrer l'ensemble de ces scénarios dans un outil d'emailing ou de marketing automation et au final, ça marche pour n'importe quel outil. Exactement. Ça va marcher pour n'importe quel outil ou presque. Évidemment, il y a toujours des limites. Typiquement, là, on voit que je suis sur l'interface de Sendinblue, qui est un outil qui est quand même relativement puissant en matière de marketing automation. Donc, je peux quand même créer pas mal de scénarios différents. Et donc, j'ai des actions qui me sont proposées. Évidemment, envoyer un email, bien sûr, mais également lancer un autre scénario, appeler un webhook pour déclencher une action qui se fait ailleurs, modifier la valeur d'un attribut pour mettre +1, -1. J'ai des déclencheurs qui sont quand même assez puissants. Par exemple, est-ce qu'un contact a visité une page? Donc là, quand j'ai un outil qui est aussi souple que celui-là, c'est quasiment tout ce que je peux imaginer, je vais pouvoir le faire. Il y a d'autres outils qui sont quand même plus légers, notamment sur la partie tracking, site web ou modification des attributs de contact. Donc, je ne peux pas faire de +1, -1 sur les colonnes en simplifiant. Où là, pour le coup, c'est pas mal de savoir ce que fait l'outil avant de définir ce que je veux sur le papier. Parce que sinon, je risque tout à fait d'imaginer des choses qui sont très difficiles à faire. Un élément, une petite remarque par rapport à cette question, c'est que quand on liste les scénarios, on a généralement coutume, on a une petite colonne généralement qui s'appelle liste des attributs requis. On va lister pour chaque scénario toutes les variables dont j'ai besoin. Les variables dont j'ai besoin pour que le scénario se déclenche ou les variables dont j'ai besoin pour que le message soit personnalisé. Et donc, c'est assez simple, dès que je conçois le scénario, d'identifier quelles sont ces variables pour m'assurer que je les ai ou que je peux les avoir facilement. Si ce n'est pas le cas, je vais simplifier mon scénario. Il faut le faire en bonne intelligence, quoi. Nous, on utilise beaucoup ActiveCampaign. Qu'est-ce que tu penses de cette solution? C'est une très bonne solution. Ils ont un positionnement qui est très proche de Sendinblue. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle une solution all-in-one, qui est plutôt à destination de petites boîtes, qui va à la fois leur proposer une solution pour gérer leur campagne email, pour gérer des scénarios, pour gérer des emails transactionnels, et aussi pour gérer des besoins ad hoc à côté. Il me semble qu'ils ont un module de chat ou un module landing page qui tient la route. Et ils ont un module CRM aussi qui est pas mal intégré aussi. Alors, c'est vrai qu'ils ont ActiveCampaign, contrairement à Sendinblue, un module CRM qui tient la route. Sendinblue, leur CRM est vraiment pas au niveau. Donc, la plupart des gens continuent d'utiliser HubSpot ou Zoho à côté. ActiveCampaign, ce n'est pas le cas. Donc, quand on a une activité en B2B, ActiveCampaign peut vraiment être un super choix parce qu'on a un CRM qui est certes léger. On n'est pas au niveau d'un Salesforce, voire même d'un HubSpot, mais c'est quand même un outil CRM qui tient bien la route. Et on a un outil de marketing automation qui est parfaitement intégré. Parfaitement intégré, ça signifie que dans mes scénarios, je peux non seulement faire envoyer un email, envoyer un SMS, mais je peux aussi créer des tâches dans le CRM. Et donc, ça a quand même un intérêt à ça, qui est vraiment bien pour les boîtes en B2B. Donc, non, mais les deux sont de très belles solutions. Et en B2B, effectivement, pour une boîte qui n'aurait pas déjà un petit CRM, ActiveCampaign est probablement une des meilleures solutions sur le marché aujourd'hui. En B2C, je serais peut-être plus nuancé. Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. Sur le relationnel, on a fait le tour. Tu veux nous dire un mot des sujets un peu plus BI ou on rentre dans des choses trop compliquées? Non, pas, bon, il y a juste moi peut-être un petit mot sur les différents niveaux d'analyse qu'on peut avoir de son programme CRM. C'est qu'en fait, un des points qu'on voit très souvent, c'est que c'est sympa de définir et de déployer plein de scénarios pertinents tout au long du cycle de vie, mais encore faut-il être capable de les améliorer et du coup de mesurer leur performance. Et c'est pas forcément si simple. Pourquoi? Parce que quand je vais dans un outil type Sendinblue, en fait, les performances, je les mesure à travers des taux très centrés sur l'email. Si je regarde les statistiques de mon scénario, je vais avoir… déjà, je ne sais pas pourquoi ça bug. J'ai 0. Je pense qu'il y a quand même des gens. Prenons-en un. Là, il y a je sais pas, 261. On va voir les statistiques.
Alors déjà, c'est pas rassurant. Les résultats sont pas très fiables. Ça bug un peu. Mais surtout, indépendamment du fait que ça bug, euh, les stats que j'ai, que ce soit pour une campagne ou pour des scénarios, ce n'est toujours qu'un taux de clic. Donc, si je regarde une campagne qu'on a envoyée, une campagne email qu'on a envoyée récemment, bah, ça va forcément être sur un taux de clic, un taux d'ouverture, un taux de clic, voilà, 38%, 4% de clics. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas des clics. Ce qui m'intéresse, c'est que ça génère du business à la fin. C'est combien de personnes ont rempli un formulaire, ont pris un rendez-vous, ont généré une vente, quel est le chiffre d'affaires de ma campagne email, quel est le chiffre d'affaires de mon scénario, est-ce que mon scénario Welcome arrive à engager davantage les gens que le mois d'avant, et donc les gens qui ont cliqué dans le scénario Welcome, est-ce qu'ils sont engagés plus? C'est ce genre de choses qui m'intéressent. Et l'outil d'email, par définition, ben, il regarde que les emails. Si je vais maintenant dans Google Analytics, je vais obtenir des stats sur ce que les gens ont fait après avoir cliqué quand ils sont arrivés sur le site. Mais ce qui m'intéresse, c'est de réconcilier les deux mondes. J'ai envie de savoir ce qui se passe tout au long de la chaîne. Et donc, généralement, là, c'est un exemple de dashboard relativement simple qu'on propose également sous la forme d'un template pour les personnes qui souhaitent le télécharger. Bah, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'impact. D'abord, ce que je regarde, c'est l'état de ma base. Est-ce que ma base de données va bien? Va bien, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'elle grossit en tenant compte des désinscriptions? Si la base, quand on intègre les désinscrits, commence à baisser, bon, bah, c'est que petit à petit, elle est en train de mourir. J'ai une situation à régler. Donc déjà, suivre l'évolution de votre capacité à embaser en intégrant les désinscrits, c'est très important. Et il y a dans pas mal d'outils, ça ne saute pas aux yeux, ce genre de choses. Le deuxième élément, c'est quand j'analyse les performances des campagnes, ce qui va m'intéresser, c'est campagne par campagne, comme dans l'histogramme, de pouvoir regarder combien ça m'a généré de leads, combien ça m'a généré de ventes, combien ça m'a généré de chiffre d'affaires, mais également de raisonner par programme. Si j'ai regroupé, donc là, j'ai regroupé les campagnes dans un programme newsletter, dans un programme promotion, et ce qui m'intéresse, c'est de comparer les performances moyennes au sein de chaque programme. Parce que forcément, une newsletter ne s'adresse pas aux mêmes personnes que ma campagne avec un coupon de réduction. Et donc, je veux comparer des choses qui sont comparables. C'est normal que j'ai un taux de réactivité qui soit meilleur si j'envoie un coupon de réduction. Par contre, c'est peut-être aussi normal que j'ai un taux d'ouverture meilleur pour les gens qui suivent ma newsletter toutes les semaines. Donc, je dois comparer les choses qui sont comparables. Et donc, on aime bien analyser les performances par programme relationnel, ce qui n'est pas forcément évident, pareil à faire dans votre outil. Un autre élément qu'on aime beaucoup regarder, c'est qu'on va regarder l'évolution du taux de réactivité campagne par campagne. Le taux de réactivité, c'est le taux de clic sur le taux d'ouverture. Et c'est beaucoup plus parlant que le taux de clic. Le taux de clic n'a aucun sens parce que c'est le produit de deux variables. C'est le produit du taux d'ouverture et du taux de réactivité, c'est-à-dire est-ce que les gens ont été motivés pour cliquer une fois qu'ils ont ouvert. Mais quand j'ai un taux de clic de 5% dans l'absolu, je ne sais pas s'il est de 5% parce que les gens ont beaucoup ouvert ou parce que les gens ont été beaucoup réactifs. Donc, ce n'est pas un chiffre qui peut me parler. Donc, d'où l'importance de bien séparer ouverture et réactivité plutôt. Un autre élément qu'on aime bien regarder, c'est de manière assez simple, avoir la corrélation entre l'objet de l'email et le taux d'ouverture. Parce que forcément, ça a un impact business qui est énorme. Et donc, il faut les travailler, c'est les objets. Et quand vous y pensez, la plupart des gens passent 5 heures à travailler leur template et ils passent 5 minutes à travailler l'objet de l'email. Alors que l'objet d'email a un impact business énorme. Donc, passez plus de temps sur l'objet et passez moins de temps sur votre message. Et ensuite, les scénarios. Pour analyser les scénarios, on va regarder pour chaque scénario. Là, j'en ai pris un accueil principal. Je peux en prendre un autre. On va regarder les différentes étapes du scénario et à chaque étape, combien de personnes sont rentrées, ont ouvert, ont réagi et on va comparer sur 2 périodes différentes. Ce n'est qu'en comparant sur 2 périodes différentes que les chiffres prennent sens. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce scénario est davantage en mesure qu'auparavant d'engager les gens
et donc de toucher plus de personnes et de faire en sorte que les taux d'ouverture s'améliorent, que le taux d'activité s'améliore, que ça génère plus de ventes, etc. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de dashboard qui permet de réconcilier le monde de l'analytics et le monde du CRM. Et c'est vraiment fondamental quand on analyse ses performances. Et tu vas récupérer la data comment là? Alors, si en version gratuite, ce template, il y a des hypothèses en bleu et c'est à vous de les compléter. Si vous venez nous voir et que vous avez un petit budget à mettre sur la table, on va complètement l'automatiser et on va utiliser des outils, des connecteurs qui vont récupérer les données de votre CRM, les mettre dans un onglet du spreadsheet qui va alimenter tout ça. Quand on le fait pour des clients qui sont plus gros, ça passe directement par un data warehouse en fait. On va redescendre les données du CRM dans un data warehouse, que ce soit les contacts, mais surtout on va redescendre les données comportementales. Donc les clics, les ouvertures, etc. On les fait redescendre dans une base de données et on monte des reportings dessus. Et ça, tu le fais sur Google Sheet, là, comme ça, de façon régulière, ou tu privilégies Data Studio ou d'autres outils? Enfin, c'est quoi le… Tout dépend du budget et du niveau de maturité du client. Si on a quelqu'un qui a un budget de maximum quelques milliers d'euros, on va rester sur des choses très simples. Donc, on va plutôt utiliser des outils type un peu comme Zapier, un peu plus souple, qui permettent de se connecter aux API des CRM et de récupérer les données. On va mettre les données dans Spreadsheet et on va faire le dashboard, soit dans Spreadsheet comme vous venez de le voir, ça peut tout à fait être propre, soit dans Data Studio, ça ne change pas grand-chose fondamentalement, parce que dans les deux cas, c'est Spreadsheet qui joue le rôle de base de données. Si on a un budget de, disons, de plus de 5 ou 10 k, là, on peut envisager de monter un mini data warehouse. Et tu as développé une solution là-dessus, d'ailleurs? Tout à fait, merci d'y faire référence. On a développé un outil qui s'appelle Octolis et qui est un référentiel client logiciel. Ça signifie que c'est une base de données c'est un petit data warehouse moderne avec une interface qui permet de le gérer. Et donc, je peux importer des données. Donc, je peux choisir des personnes, des entreprises, des commandes ou n'importe quel objet personnalisé. Je peux créer tous les objets que je veux ici, un opt-in, un formulaire. Chaque objet est défini par un certain nombre de champs. Donc, je peux créer mes champs à l'avance. Et l'intérêt de faire ça, c'est que du coup, quand mes stagiaires vont importer des données, ils ne vont pas faire de bêtises. Ils vont choisir un objet, une commande ou quoi que ce soit. On va leur demander de se brancher à la base de données ou ça dépend des cas, ou de charger un CSV. Si c'est des personnes, on va me proposer de charger un CSV ou de me connecter à une intégration. Ça peut être là, vous voyez qu'on on a une intégration qui est native avec certains outils. Donc là, ça a été configuré par exemple avec Sendinblue, avec Spreadsheet ou avec une base de données. Donc, je branche mes sources de données, je peux les préparer. Qu'est-ce que ça signifie préparer? Préparer, c'est nettoyer les emails, normaliser les champs, choisir une clé de déduplication, enrichir les données d'entreprise pour aller chercher des infos venant de la base sirène et chercher le chiffre d'affaires ou le numéro de téléphone de la boîte. Donc, je vais préparer mes données et mes données sont fusionnées automatiquement dans un gros sac qui contient toute ma base. Et donc, j'ai toutes mes datas ici. Donc là, j'ai plein de colonnes supplémentaires que j'ai calculées. J'ai un moteur de segmentation qui est multitable. Ça signifie que je peux taper sur les propriétés des contacts, email, source, l'année de naissance, le sexe, ce genre de choses. Mais je peux également taper sur les objets qui sont autour, les opt-in, les commandes, etc. Ce qui n'est pas toujours possible dans un outil comme ActiveCampaign ou Sendinblue, par exemple. Donc là, je peux vraiment faire des segmentations qui sont très poussées. Et pour faire une segmentation très poussée, je vais être amené à calculer des champs supplémentaires. On appelle ça des champs calculés, on appelle ça des attributs, on appelle ça comme vous voulez. Au fond, ce sont des champs supplémentaires. Et donc, je peux calculer, vous voyez, un prix maximum, un prix moyen. Et je peux tout à fait créer ce qu'on appelle un nouvel agrégat très facilement. Je choisis la colonne, voilà, le prix, et je vais choisir, je veux le min, le max, le prix moyen, la somme.
Donc, je peux calculer mes champs très facilement. Si j'ai des champs calculés plus compliqués, je vais le faire à l'aide en SQL. Je peux faire nouvel agrégat, mode avancé SQL. Et là, je vais mettre ma formule. Donc, par exemple, si on a des utilisateurs un peu plus matures qui nous écoutent, on peut tout à fait faire ce qu'on appelle un scoring RFM. RFM, c'est l'acronyme de récence, fréquence et montant. Et donc, ça signifie qu'on va associer à chaque contact une note sur chacun de ces 3 critères pour évaluer s'il a réalisé des achats récemment, fréquemment et avec de jolis montants. Et on va diviser la base, en fait, sur la base de ces 3 critères en déciles. Et c'est comme ça qu'on met une note qui est relative, en fait, du coup. Et donc là, il y a un petit script qui permet de faire ça. Et grâce à ce script, j'ai une colonne qui doit s'appeler RFM ou R, je ne sais pas comment ça a été fait, qui doit correspondre à ça. Voilà, j'ai RFM Recency Score. Donc, j'ai une note de 1 à 5 pour évaluer la récence. Pareil pour fréquence, pareil pour montant. Et grâce à ça, je peux me constituer des segments assez intelligents. Si j'ai quelqu'un qui a je vois Recency 1, Frequency 1, le segment, il est perdu, le mec. Il n'a pas acheté depuis longtemps et il n'a pas acheté très souvent. Aucune chance. Par contre, si j'ai quelqu'un qui est ad risque, c'est intéressant. Donc, j'ai une fréquence qui est élevée. Il fait partie des… là, en l'occurrence, s'il est à note de 5, c'est qu'il fait partie des 40% de clients qui ont acheté le plus fréquemment. Et par contre, il fait partie des 20% de clients qui n'a pas acheté, qui a acheté le plus longtemps, très longtemps. Donc, c'était un bon client, mais je suis en train de le perdre. Donc, c'est un client à risque et je dois le travailler. Voilà, donc ces calculs d'agrégat qui sont réalisés par défaut permettent d'avoir des segments déjà assez malins qui sont calculés par défaut. Et une fois que j'ai fait ça, je peux envoyer ces segments à gauche à droite dans une base de données, dans Sendinblue, dans ActiveCampaign. Et ça me permet de synchroniser les données entre mes différents outils et d'avoir une base de données propre sur laquelle faire mes analyses. Et pourquoi tu t'es lancé dans le développement de cet outil? Il n'en existait pas des équivalents sur le marché? Pas vraiment. La plupart des solutions là-dessus sont plutôt des solutions pour des grands comptes qui coûtent au minimum 4-5 000 euros par mois. On commence à avoir quelques solutions américaines qui baissent un peu les coûts, mais ça reste encore des solutions assez complexes et chères. Et la raison est simple, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, la plupart des petites boîtes se contentaient en fait d'utiliser leur outil d'emailing comme base de données. Et vont utiliser Mailchimp, vont utiliser ActiveCampaign comme base de données globale. Et ça tient la route quand on commence. Mais dès lors qu'on commence qu'on veut faire des analyses un peu plus poussées, ça atteint ses limites. Sur ActiveCampaign, si tu veux gérer ce qu'on vient de me voir et calculer des scores basés sur les transactions, bon courage. C'est pas du tout si évident. Si tu veux calculer des scores basés sur les emails ouverts ou pas, oui, mais basés sur des variables qui ne sont pas des variables d'ActiveCampaign, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, c'est un usage qui est déjà un peu plus complexe. Donc, la plupart des petites boîtes aujourd'hui n'en ont pas besoin, mais le sens de l'histoire, c'est qu'elles le feront demain. Elles le feront parce que elles auront de plus en plus de compétences. Elles le feront parce qu'elles vont vouloir hyper personnaliser leur communication. Elles le feront parce qu'il y a 50 000 outils qui vont leur permettre d'avoir des super scores, de l'intelligence, de croiser des choses. Mais on a plein de raisons qui font que dans les prochaines années, les gens vont beaucoup plus investir dans leur base de données clients. C'est le nerf de la guerre aujourd'hui. Et le faire sans avoir un moyen de gérer facilement sa base de données, c'est difficile. Super Yacine, merci beaucoup. Est-ce qu'on prend 5 minutes pour regarder ce qu'on a mis dans la deuxième partie du livre sur le data marketing, ou tu nous fais un retour a posteriori après non, mais on peut en parler maintenant. Ça peut intéresser éventuellement certaines personnes. On peut en discuter tout de suite et ce sera plus facile que de le faire à l'écrit. J'étais en train de regarder juste avant. Je crois que ça commence là, si je ne me trompe pas. Ouais. Là, mon premier sentiment, c'est que là, quand on commence à parler du data marketing,
La difficulté, c'est de le définir d'une manière plus concrète pour les lecteurs. Donc, je me demande si on peut pas tout de suite reprendre en fait les grands sujets du marketing et montrer en quoi le fait d'utiliser davantage de la donnée permet de le faire un peu mieux. Exemple, je fais du SEO. Ben, si je le fais avec un langage très data, quel est le type d'analyse que je peux faire? Je peux analyser les logs de mon site internet. Je peux faire des analyses croisées pour comparer les mots-clés qui ont historiquement obtenu de la conversion sur mon site internet, comment je suis positionné dessus et comment mes concurrents sont positionnés dessus, mais faire le lien du coup entre mes stats analytics et mes volumes de recherche, ce que beaucoup ne font pas. Si je me mets dans le sujet CRM, ben, je vais pouvoir, comme on l'a vu, mesurer les performances tout au long du cycle de vie. Mais je trouvais ça intéressant de montrer qu'en fait, la data, il y en a dans tous les sujets en marketing et que ce n'est pas le big data qui a changé les choses. Euh, Ça a changé les choses uniquement dans des très grosses boîtes. Ce qui a changé les choses récemment, c'est surtout la démocratisation des compétences et des outils simples pour appliquer des choses un peu plus smart partout, sur toutes les étapes. Que ce soit du SEO, du CRM ou n'importe en fait. Alors, peut-être pas évidemment de la com, mais surtout les canaux d'acquisition, voilà, la donnée permet d'avoir un sens. Et je me demande si effectivement dans l'introduction, ça peut permettre d'avoir peut-être quelque chose de plus concret pour les lecteurs, parce que dès qu'on parle de big data d'Amazon et des modèles de la data pour faire de l'algorithmie avancée, on perd peut-être certaines personnes. C'est très simple d'expliquer la différence entre first, second et third, même si après dans la vie de tous les jours, en réalité, on la retrouve pas si souvent que ça. Et la plupart des gens, en fait, bah, on a des données first, des données third, les données second, très peu de boîtes en ont. Parce que on bosse, c'est pas si évident. Et peut-être là, dans cet endroit, refaire un petit disclaimer sur le fait que les données, les third party data au niveau cookies sont de plus en plus sujettes à polémique. Et la disparition des cookies tiers programmés dans Chrome est un gros big bang, mine de rien, dans l'univers de la tech, va changer beaucoup de choses. Et ça pourrait limite valoir le coup d'ailleurs d'avoir un slide dédié sur le sujet, parce qu'on a Safari a déjà changé un certain nombre de choses et on a vu l'impact sur du coup les boîtes de retargeting qui ont de plus en plus de mal, l'analytics qui est théoriquement, même mon script, même mon Google Analytics, bah Safari va le bloquer très bientôt parce que c'est pas du pure first en fait. Il passe quand même par les serveurs de Google. Donc même mon tag Analytics va être coupé par défaut par Safari bientôt. Donc, ouais, je trouvais ça intéressant de faire un petit point là-dessus parce que ça permet de mieux comprendre de quoi il s'agit. Et comment tu vois l'avenir par rapport à ça, de fait? En particulier sur Google Analytics que tu viens d'évoquer. On va perdre la Je donnée. pense que je pense qu'en fait la plupart des grands comptes et vont mettre en place de plus en plus de solutions de tracking in-house qui sont purement first. Et donc, le cookie est associé à leur domaine et on a quelques solutions qui ont commencé à émerger qui permettent de faire ça. Et nous, on l'a déjà fait pour quelques startups assez matures, suivant des boîtes comme Sendinblue ou Open Classroom. On les a aidés à mettre en place des dispositifs de tracking maison qui ne reposent pas sur des tags tiers. Donc ça, les boîtes matures vont clairement toutes passer par ça. Et les petites boîtes, pour le coup, vont accepter le fait d'avoir des trous dans la raquette et de traquer qu'un échantillon en fait de leurs visiteurs. Échantillon qui sera de 80% quand Safari va mettre en place la règle, mais que Chrome continuera et qui sera peut-être de 50 voire même moins dans quelques années. Quoi. D'accord. Et Google ne va pas faire évoluer Google Analytics pour que ça marche avec les restrictions? A priori, d'aujourd'hui, on ne voit pas comment ils peuvent le faire évoluer de manière simple pour tout le monde. Autant dans la version payante, on peut passer par du first party complet et du coup, on a beaucoup moins les restrictions là-dessus. Autant sur la version gratuite, ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile, mais donc serait plus possible, mais ça me paraît plus difficile. Donc je pense que
l'échantillonnage sera de plus en plus important dans les prochaines années. Et ça veut dire qu'on n'aura même pas. Est-ce qu'on aura un compte précis des visiteurs ou ça, c'est un truc qui disparaît aussi? On te donnera, avec un pourcentage à côté, avec un intervalle de confiance. Je D'accord, pense qu'aujourd'hui, tu as fait 5000 visiteurs à, et j'en suis sûr, à 5-10% près. d'accord, d'accord. Donc on perd vraiment beaucoup d'informations, quoi. Mais aujourd'hui, déjà en version gratuite, dans Google Analytics, on est déjà échantillonné. D'accord. On est échantillonné et ce n'est que dans la version payante où tu n'es pas échantillonné du tout. Et en réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que Google stocke tous les hits bruts, mais quand il calcule ses rapports, il ne se base pas sur l'ensemble des hits. Il n'y a pas de nécessité, en fait. C'est la puissance de calcul qui est requise, sinon, est beaucoup plus importante. Et donc, il se base que sur un échantillon, taille de l'échantillon qui varie selon plein de critères différents, mais on est quasiment toujours échantillonné. Et les gens s'en rendent compte très souvent quand ils utilisent des plugins de Google pour construire, qui tapent sur l'API de Google Analytics pour construire un dashboard sur Spreadsheet ou autre chose. Et c'est souvent à cette occasion qu'on a, mais c'est bizarre, j'ai pas le même chiffre. C'est normal. Hmm. Et par rapport à tous ceux qui font du retargeting, qui utilisent aussi les third parties pour faire des campagnes ciblées, etc., c'est quoi l'avenir? C'est quoi ta perception de ces sujets-là? À ma connaissance, il y a deux grandes voies qui sont explorées. La première, c'est d'avoir des logiques d'ID cryptées en écosystème. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'acteurs de la tech qui forment une sorte de cluster, un regroupement, et qui vont se mettre d'accord sur une certaine manière d'échanger des ID qui sont anonymes. Donc, ils ne savent pas qui tu es, mais ils vont t'associer un ID qui vient de Facebook, qui vient de Google, et on va trouver une correspondance entre cet ID-là et l'ID des autres copains. Et donc, ça permet d'avoir une base de données globale assez costaud. Et dès lors que tu es identifié chez l'un de ces copains-là, si tu passes ailleurs, on va raccrocher à ton profil. Il y a une logique de ce type-là qui est creusée par un certain nombre d'acteurs. Je sais que LiveRamp, typiquement, qui est un gros acteur de la tech, qui est en train de pousser toute une initiative avec pas mal d'acteurs autour de lui. Il y a une deuxième logique, mais j'ai du mal à croire que ça tienne, qui est très proche du cookie, qu'on appelle le local storage, qui consiste à stocker des informations temporaires dans le navigateur. Mais c'est très très proche des cookies, donc ça j'ai le sentiment que c'est un peu la course avec le régulateur, où en fait chaque année le régulateur doit rajouter dans la loi ou cookie ou local storage ou je sais pas quoi. Mais je ne pense pas que ce soit une solution pérenne. Et globalement, le retargeting va prendre une place plus faible. Les performances vont baisser, le coût va augmenter. Et donc structurellement, les parts du retargeting pour pas mal de boîtes vont baisser un petit peu. D'accord. Juste un petit commentaire sur les slides sur lesquels tu es là. Exploiter la donnée pour créer de la valeur. On va mettre en place des cookies dans les emails. Ça, c'est en fait, c'est encore fait par défaut par la plupart des routeurs, à la fois pour traquer les ouvertures, mais aussi pour associer le cookie à l'email et traquer les pages visitées du coup qui ont lieu derrière. Mais c'est en cours, enfin c'est quasiment déjà interdit par la CNIL. Il me semble que ça a été, ils ont dit que ça allait être interdit, mais qu'ils n'ont pas donné la date et pas encore arrivé. Donc c'est un peu limite comme pratique. Et je me demande si on pourrait pas prendre des cas peut-être déjà plus simples. Je pense typiquement un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, comment croiser la donnée CRM Analytics, déjà pour mesurer les perfs. Ensuite, deuxième exemple, pour effectivement peut-être pour relancer des gens qui ont visité certaines pages sur mon site. Donc, si je suis capable je mets un user ID quand les gens se connectent, je suis capable de relancer les gens sur la base des pages qu'ils ont visitées. J'aurais peut-être pris des exemples famille par famille pour le CRM d'un côté, pour le SEO de l'autre. Ouais, j'aurais peut-être pas pris cet exemple-là. Je te laisse voir la dernière slide aussi. Enfin, celle la suivante. Utiliser un CRM pour rassembler les données clients et les analyser. L'idée, c'était un peu un conducteur sur les différentes étapes pour mettre en place du data marketing.
Non, ça, je suis à l'aise sur le triptyque, me semble. C'est globalement s'outiller, et s'outiller, ça passe avant tout effectivement par un CRM. Euh, Peut-être faire le lien avec la solution d'analytics. On pourrait imaginer en fait qu'il y ait deux streams dans la partie outillée. Je m'outille d'une base de données client pour les données nominatives et je m'équipe d'un outil d'analytics pour les données anonymes. Suite à ça, je peux réaliser effectivement des traitements. Je peux segmenter ma base, savoir ce que les gens font, à la fois de manière anonyme et sur ma base nominative. Et je peux activer ça en envoyant des offres personnalisées par email et aussi un élément qui revient de plus en plus souvent aujourd'hui, mais également sur le site internet. Je vais prendre un exemple. Si j'ai un data layer avec beaucoup de variables, je peux déclencher des pop-ups sur mon site internet qui sont assez fines. Exemple sur le site du Minute 30, si je sais que quelqu'un a visité une page qui contient le mot CRM, je peux lui ouvrir une fenêtre et lui proposer des conseils autour des CRM. Et donc, je trouve ça intéressant de montrer que l'activation des données peut se faire à la fois sur les données CRM nominatives et sur les données analytics non nominatives. Dans les deux cas, j'ai des leviers d'activation. Je ne saurais trop te remercier, Yacine. C'était vraiment passionnant et tes retours sur le bouquin sont très pertinents et on va vraiment en prendre compte et t'embêter encore un peu pour pour te le faire relire et valider. On te citera bien sûr sur le livre aussi parce que on le fait avec tous les gens qui nous aident à le rédiger. On n'a pas été très nombreux aujourd'hui, je le regrette parce que j'ai trouvé ça vraiment passionnant et puis vraiment même d'un point de vue égoïste, moi j'ai beaucoup appris. Je trouve que tu vulgarises très bien ce sujet qui est assez complexe et je t'en félicite. Vraiment, moi j'ai passé un très bon moment avec toi et j'espère qu'on aura pour le coup pas mal de gens qui passeront du temps sur le replay aussi. On a une petite question d'Eric avant de conclure. As-tu calculé un RFM sur la base du trafic sur un site internet sans prendre en compte les achats? Par définition, le RFM suppose d'avoir une table de transactions. Ces transactions, c'est pas forcément des achats. Ça peut être, je sais pas, des prises de rendez-vous ou autre chose. Mais il faut avoir des transactions d'une manière ou d'une autre. Et du coup, le RFM suppose de pouvoir s'appuyer, de calculer la récence de ces transactions, la fréquence de ces transactions et le montant de ces transactions. Donc, sans transaction ou équivalent de transaction, le RFM n'a pas de sens. Merci beaucoup Yacine, c'était top et il faut vraiment qu'on réfléchisse à faire plus de choses ensemble. Pour le coup, moi j'ai kiffé. Merci Gabriel, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Euh, Si la transaction est une visite du site, c'est une bonne question. Alors, je l'ai jamais vu comme ça, déjà pour la bonne raison que avec des visites de site, il faudrait quand même beaucoup de volume. Donc c'est plus lourd à faire tourner comme modèle. Mais je peux tout à fait calculer un score de récence. Je peux tout à fait calculer un score de fréquence. Je ne peux pas calculer un score de montant, mais ce n'est pas choquant parce que généralement, le R et le F sont les deux plus structurants dans le RFM. Et donc, je pourrais tout à fait me calculer une note de récence de 1 à 5 et une note de fréquence de 1 à 5. Non, ça pourrait être fait et me dire ensuite, effectivement, les visiteurs qui sont normalement, qui ont une consommation fréquente de mon contenu et qui ne sont pas revenus récemment, je dois les réactiver. Non, ça peut avoir un sens. Après, ça ne se fait pas parce que généralement, on n'a pas une base de données avec les visites associées à chaque email. C'est pas si évident d'avoir ce genre de base. Et quand on l'a, on est déjà assez costaud et donc on peut utiliser des modèles un peu plus compliqués. Donc c'est pour ça que c'est très utilisé pour des transactions, mais sur le papier, effectivement, je te rejoins Eric, ça paraît faisable. Dernière question qui est la mienne. Moi, j'ai plutôt envie qu'on réfléchisse ensemble sur comment on peut mieux exploiter les données d'une minute trente parce que c'est pas terrible aujourd'hui. On fait beaucoup de rapports manuels, ce genre de choses. Est-ce que c'est pérenne de mettre en place des solutions de ce type avec justement ce qui se passe sur les cookies et la disparition, enfin de la perte d'un certain nombre de données? Oui, en tout cas, au niveau Google Analytics va pas disparaître du jour au lendemain. Ouais. Tu peux continuer à investir dans l'écosystème Google sans aucun risque.
Non, il n'y a pas de Mais difficulté. Le point qui est souvent plus difficile à maintenir dans le temps, c'est les connecteurs. Si je fais un petit script maison qui tape sur l'API d'Analytics pour récupérer les données, bah, l'API de ce script, le freelance qui m'a fait ça, il est parti en Thaïlande, c'est plus compliqué. Donc, généralement, c'est plutôt sur les connecteurs qu'on préfère utiliser des solutions sur l'étagère. En revanche, le fait de s'appuyer sur Google pour construire tes rapports ou sur Spreadsheet, t'es bien pour les 10 prochaines années sans problème. Ok. Bon, ben, merci beaucoup, Yacine. C'était vraiment passionnant. On a largement débordé en termes de timing. J'ai fait ça de façon très égoïste, mais merci à toi. Bah, avec grand plaisir. À À bientôt. bientôt. Salut. Salut. Bel été. Merci à toi aussi. Ciao. Salut.